Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, je continue ce soir pour vous la lecture d'une œuvre de Tourgueniev qui s'intitule Père et Fils. L'histoire se passe donc dans la Russie de la seconde moitié du 19e siècle. On est en 1859 plus précisément. Et ça raconte donc l'histoire tout simplement de Nicolas Petrovitch, qui est lui-même le père d'un dénommé Arkad, qui est encore étudiant à l'université de Saint-Pétersbourg. Et en fait, Arkad est très ami avec Eugène. Et ils vont donc décider de quitter la campagne pour aller en ville. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire la connaissance de Anna Sergueïevna, qui est une jeune femme de 29 ans, veuve, fortunée, décrite comme très belle, cultivée, arriviste apparemment, et qui va en fait les accueillir dans son domaine, puisqu'elle est très riche. Et c'est là que Arkad va donc tomber amoureux d'elle, alors que Eugène va lui préférer sa sœur cadette, qui est moins jolie, mais qui est plus calme, plus douce, plus introvertie, plus réservée. Et c'est là que c'est ce moment-là de l'histoire qu'on reprend. Alors il s'agit, vous l'aurez deviné, d'un véritable chassé-croisé amoureux où le destin de plusieurs personnages se croise et se recroise dans la Russie bourgeoise et aristocrate du 19e siècle. Je vous propose tout de suite de continuer pour vous la lecture. Avant cela, n'oubliez pas qu'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Pour leur place à la lecture. Très belle nuit à toutes et à tous sur C8. Arkad remarquait tout cela, mais gardait ses remarques par devers lui. La vraie raison de toute cette nouveauté était le sentiment inspiré de Bazarov par Madame Odintsov. Un sentiment qui le torturait, qui le rendait furieux, et qui l'aurait aussitôt nié avec grand rire méprisant. Et un juron cynique si quelqu'un avait fait devant lui l'allusion la plus lointaine à la possibilité que pareille chose pût lui arriver. Bazarov était grand amateur de femmes et de beauté féminine. Mais l'amour, au sens idéaliste ou comme il disait romantique du terme, était traité par lui de galimatias, de lubie inexcusable. Les sentiments chevaleresques relevaient à ses yeux de la normalité ou de la maladie. Il avait exprimé maintes fois son étonnement de ce qu'on n'eût pas envoyé à l'asile Toggenberg et toute la kyrielle des Minnesingers et des troubadours. Si une femme te plaît, avait-il coutume de dire, essaie de parvenir à tes fins. Si tu n'y arrives pas, eh bien, n'y pense plus, détourne-toi d'elle. Ce n'est tout de même pas la fin du monde. Madame Odintsov lui plaisait. Les bruits qui couraient sur elle, sa liberté, son indépendance d'esprit, son penchant évident pour lui, tout semblait-il parler en sa faveur. Mais il comprit vite qu'avec elle, il ne parviendrait pas à ses fins. Or, à son grand étonnement, il n'avait pas la force de se détourner d'elle. Tout son sang s'échauffait dès qu'il pensait à elle. Il aurait aisément surmonté ce trouble si autre chose n'avait pris possession de lui. Un sentiment qu'il avait toujours refusé d'admettre, dont il s'était toujours moqué, et qui le révoltait profondément dans son orgueil. Dans ses conversations avec Anne Sergueïevna, il proclamait plus hautement que jamais son mépris indifférent pour toutes les manifestations de romantisme. Mais une fois seul, il découvrait avec rage la présence d'un romantique en lui-même. Alors, il s'en allait dans la forêt, il marchait à grands pas, cassant les branches qu'il rencontrait sur son chemin, l'injuriant elle, s'injuriant lui-même à mi-voix. Ou bien il grimpait sur un tas de foin dans la grange, et fermant les yeux obstinément, il se forçait à dormir, ce qui, bien entendu, ne lui réussissait pas toujours. Il s'imaginait tout à coup que ses bras chastes pourraient s'enrouler autour de son cou, que ses lèvres fières pourraient répondre à ses baisers, que ses yeux brillants d'intelligence contempleraient avec tendresse, oui, avec tendresse ses propres yeux. Et alors la tête lui tournait, pendant un instant, il ne savait plus où il était, jusqu'à ce que la rage la submerge à nouveau. Il se surprenait à cultiver toutes sortes de pensées honteuses, comme si le diable le harcelait. Parfois, il croyait surprendre un changement en Madame Odintsov,
un je ne sais quoi dans l'expression de son visage qui lui laissait espérer que peut-être. Mais quand il en arrivait là, généralement, il tapait du pied ou grinçait des dents et se menaçait lui-même du poing. Pourtant, Bazarov ne se trompait pas entièrement. Il avait frappé l'imagination de Madame Odintsov. Il l'intéressait. Elle pensait beaucoup à lui. Quand il n'était pas là, elle s'ennuyait. Quand il n'était pas là, elle ne s'ennuyait pas, elle ne l'attendait pas. Mais son apparition avait le don de la stimuler. Elle se plaisait en tête-à-tête avec lui. Elle se plaisait à causer avec lui, même lorsqu'il la fâchait ou offensait son bon goût, ses habitudes raffinées. On lui dit qu'elle voulait tout à la fois le mettre à l'épreuve et sonder ses propres sentiments. Un jour, où il se promenait avec elle dans le jardin, il lâcha brusquement d'une voix revêche qu'il avait l'intention de se rendre bientôt dans le village de son père. Elle pâlit, traversée d'une douleur aiguë, si aiguë qu'elle en fut étonnée et s'interrogea ensuite longuement sur ce que cela pouvait signifier. Si Bazarov lui avait annoncé son départ, ce n'était pas avec l'idée de l'éprouver, de voir quel effet cela ferait. Il ne composait jamais son attitude. Le matin de ce jour, il avait eu une entrevue avec l'intendant de son père, son ancien diaka, Timofeïtch. Ce Timofeïtch, petit vieillard alerte et futé, aux cheveux jaunes décolorés, au visage rouge usé par les intempéries, aux petits yeux rétrécis toujours mouillés de larmes minuscules, se présenta inopinément devant Bazarov dans sa tenue habituelle. Un petit paletot d'un gros drap de bleu fané, tirant sur le gris ceinturé d'un bout de courroie et des bottes passées au goudron. « Ah, vieille branche, salut !» s'exclama Bazarov. « Bonjour, mon bon monsieur Eugène Vassilievitch, dit le vieillard avec un sourire ravi qui couvrit instantanément tout son visage de rides. Quel bon vent t'amène. On t'a envoyé me chercher ? Pensez-vous, mon bon monsieur, voyons, bredouilla Timofeïtch, se souvenant des injonctions formelles de son maître au moment du départ. J'allais en ville pour les affaires du maître, et puis j'ai entendu parler de votre grâce. Alors comme ça, j'ai fait un petit crochet juste pour voir votre grâce, mais venir vous importuner, jamais. Allons, ne mens pas, l'interrompit Bazarov. Tu passes par ici pour aller à la ville, à d'autres. Timofeïtch se dandina, bien embarrassé, ne répondit rien. Mon père va bien ? Oui, grâce à Dieu. Et ma mère, Arina Vlasieneva, aussi, grâce en soit rendue au Seigneur. Ils m'attendent, n'est-ce pas ? Le petit vieillard inclina de côté sa tête minuscule. Ah, Eugène Vassilievitch, bien sûr qu'ils vous attendent. Comment voulez-vous ? Devant Dieu, croyez-moi, vos parents, ça fait mal au cœur de les regarder. Bon, ça va, n'en rajoute pas. Dis-leur que j'arrive bientôt. Oui, monsieur, dit Timofeïtch en soupirant. Une fois sorti de la maison, il enfonça des deux mains sa casquette sur sa tête, se hissa sur la pauvre carriole qu'il avait laissée devant le portail et prit la route au petit trot. Il n'allait pas du côté de la ville. Le soir du même jour, Madame Odintsov se tenait dans sa chambre avec Bazarov, tandis qu'Arcade faisait les 100 pas dans le salon en écoutant Katia, qui jouait du piano. La princesse s'était retirée chez elle, à l'étage supérieur. Elle ne pouvait pas souffrir les visiteurs en général et particulièrement ces nouveaux fous furieux, comme elle les appelait. Dans les pièces de réception, elle se contentait de faire la tête. Mais dans ses appartements et devant sa femme de chambre, elle s'abandonnait à de tels excès de langage que son bonnet en sautait sur sa tête et son postiche par la même occasion. Madame Odintsov savait tout cela. Ainsi, vous vous proposez de partir, dit-elle à Bazarov. Mais, et votre promesse ? Bazarov tressaillit. Laquelle ? Vous avez oublié ? Vous vouliez me donner quelques leçons de chimie ? Que voulez-vous ? Mon père m'attend, je ne puis tarder davantage. Au fait, vous pouvez lire Pelouse et Frémy, notions générales de chimie. C'est un bon livre, rédigé avec clarté. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Mais rappelez-vous, vous m'avez affirmé vous-même qu'un livre ne pouvait pas remplacer. J'ai oublié les termes que vous avez employés, mais vous savez ce que je veux dire.
Vous vous rappelez ? Que voulez-vous ? Répéta Bazarov. Pourquoi partir ? Dit Madame Odintsov d'une voix plus basse. Il leva les yeux et la regarda. Elle avait jeté sa tête contre le dossier de son fauteuil. Croisés sur sa poitrine, ses bras, nus, jusqu'au coude. Elle semblait plus pâle, à la seule lumière de la lampe solitaire masquée par un abat-jour de papier découpé. Une ample robe blanche l'enveloppait tout entière de ses plis moelleux. On apercevait tout juste le bout de ses pieds, eux aussi, croisés. « Pourquoi rester ?» repartit Bazarov. Madame Odintsov tourna légèrement la tête. « Comment cela, pourquoi ? Vous n'êtes pas content chez moi ? Ou bien pensez-vous qu'on ne vous regrettera pas ? » J'en suis convaincue. Madame Odintsov répondit au bout d'un instant. « Vous avez tort de le penser. Je ne vous crois pas d'ailleurs. Vous n'avez pas pu dire cela sérieusement. » Bazarov, toujours assis, ne faisait pas un mouvement. « Eugène Vassilitch, enfin, pourquoi ne dites-vous rien ? Que voulez-vous que je vous dise ? Personne ne mérite d'être regretté. Et moi, moins que tout autre. Pourquoi cela ? Eh bien, je suis un homme positif, un homme sans intérêt, je ne sais pas parler. Mais vous quêtez les compliments, Eugène Vassilievitch. Cela n'est pas dans mes habitudes. Comme si vous ne saviez pas vous-même que tout le côté raffiné de la vie m'est inaccessible. Celui-là même que vous appréciez tant. Madame Odintsov mordit le coin de son mouchoir. Libre à vous de penser ce que vous voulez, mais je m'ennuierai quand vous serez parti. Arcade restera, fit observer Bazarov. Madame Odintsov haussa légèrement les épaules. Je m'ennuierai, répéta-t-elle. Vraiment ? En tout cas, vous ne vous ennuierez pas très longtemps. Pourquoi le supposez-vous ? Eh bien parce que vous m'aviez dit vous-même que vous vous ennuyiez seulement quand votre ordre était détruit. Vous avez organisé votre existence selon une règle si infaillible qu'il ne peut y avoir de place en elle ni pour l'ennui, ni pour la tristesse. Pour aucun sentiment pénible d'ailleurs. Et vous trouvez que je suis infaillible. Je veux dire que j'ai organisé ma vie si rigoureusement que cela ? Certes, oui. Tenez par exemple, 10 heures sonneront dans quelques minutes et je sais d'avance que vous me mettrez dehors. Non, je ne le ferai pas. Eugène Vassilievitch, vous pouvez rester. Ouvrez cette fenêtre. Je ne sais pourquoi, mais j'étouffe. Bazarov se leva et poussa la fenêtre. Elle s'ouvrit d'un coup, avec bruit. Il ne s'attendait pas qu'elle cédât aussi facilement. En outre, ses mains tremblaient. La nuit obscure et douce pénétra dans la pièce avec son ciel presque noir, le faible bruissement des arbres et l'odeur fraîche de l'air libre et pur. « Baissez le store et asseyez-vous, dit Madame Odintsov. J'ai envie de bavarder avec vous avant votre départ. Parlez-moi un peu de vous. Vous ne le faites jamais. Je m'efforce de discuter avec vous sur des sujets utiles, Anne Sergueïevna. Mais vous êtes très modeste, monsieur. J'aimerais en savoir davantage sur vous, sur votre famille, sur votre père, pour qui vous nous quittez. » À quoi visent de telles paroles, pensa Bazarov. Tout cela ne présente pas le moindre intérêt, surtout pour vous, dit-il à voix haute. Nous sommes des gens obscurs. Tandis que moi, je suis une aristocrate, selon vous. Bazarov leva les yeux sur Madame Odintsov. Oui, prononça-t-il, d'un ton plus tranchant qu'il n'eût fallu. Elle sourit sans gaieté. Je vois que vous ne me connaissez guère, quoique vous affirmiez que tous les hommes se ressemblent et qu'il ne vaut pas la peine de les étudier. Je vous raconterai ma vie un jour. Mais vous, racontez-moi d'abord la vôtre. Mais je ne vous connais guère, répéta Bazarov. Vous avez peut-être raison, peut-être, en effet. Tout être humain est-il une énigme. Vous la première, par exemple. Vous fuyez la société. Elle vous pèse. Et vous invitez 2 étudiants à séjourner dans votre maison. Pourquoi, avec votre esprit et votre beauté, habitez-vous la campagne ? Comment ? Qu'avez-vous dit ? Interrogea vivement Madame Odintsov. Avec ma beauté ? Bazarov fronça les sourcils. Mais qu'importe les mots, marmonna-t-il. Ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas très bien pourquoi vous vous êtes fixé à la campagne. Vous ne comprenez pas cela, mais vous l'expliquez cependant de quelque manière. Oui, je présume que vous demeurez en permanence au même endroit parce que vous êtes aux petits soins pour vous-même, parce que vous tenez beaucoup à votre confort,
à la commodité et que vous êtes parfaitement indifférente à tout le reste. Madame Odintsov sourit de nouveau. Vous ne voulez décidément pas croire que je suis capable de me laisser entraîner. Bazarov lui lança un coup d'œil en dessous. Par la curiosité, peut-être, mais pas autrement. Vraiment. Eh bien, maintenant je comprends pourquoi nous nous entendons bien, vous et moi, car vous êtes semblables à moi. Nous nous entendons bien, dit Bazarov d'une voix sourde. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que vous vouliez partir. Bazarov se leva. La lampe brillait faiblement au milieu de cette chambre à l'atmosphère embaumée, intime, où l'obscurité était maintenant tombée, par les interstices du store qui palpitait de temps à autre. La nuit répandait sa fraîcheur provocante et laissait entendre son mystérieux murmure. Madame Odintsov ne faisait pas un mouvement, mais un émoi secret la gagnait peu à peu. Cet émoi se communiqua à Bazarov. Soudain, il se rendit compte qu'il était seul, en compagnie d'une jeune femme, jeune et belle. « Où allez-vous » lui dit-elle d'une voix lente. Il ne répondit rien et se laissa tomber sur une chaise. Ainsi, vous me prenez pour une personne calme, douillette, habituée à ses aises, poursuivit-elle de la même voix sans détacher ses yeux de la fenêtre. Eh bien moi, je me connais, et je sais bien que je suis très malheureuse. Vous, malheureuse? Pourquoi? Vous ne pouvez tout de même pas accorder de l'importance à de sales ragots. Madame Odintsov fronça les sourcils, elle était dépitée qu'il l'eût comprise dans ce sens. Ces ragots ne me font même pas rire, Eugène Vassilitch, et je suis trop fière pour leur permettre de m'inquiéter. Je suis malheureuse parce que je n'ai pas le désir, je n'ai pas le goût de la vie. Vous me regardez d'un air sceptique, vous pensez ce sont là propos d'aristocrates, de grandes dames environnées de dentelles, assises dans un fauteuil de velours. Je n'en disconviens pas, certes, j'aime ce que vous appelez le confort et en même temps, j'ai peu le désir de vivre. Tâchez de résoudre cette contradiction si vous le pouvez. D'ailleurs, tout cela est du romantisme à vos yeux. Bazarov secoua la tête. Vous êtes en bonne santé, indépendante, riche. Quoi encore? Que voulez-vous de plus? Ce que je veux, répéta Madame Odintsov. Elle poussa un soupir. Je suis très lasse. Je suis vieille. Il me semble que je vis depuis très longtemps. Oui, je suis vieille, ajouta-t-elle en tirant très doucement sur ses bras nus les pointes de sa mantille. Ses yeux croisèrent ceux de Bazarov et elle rougit imperceptiblement. Il y a derrière moi tant de souvenirs déjà. La vie à Pétersbourg, la richesse, puis la pauvreté, puis la mort de mon père, ma vie de femme mariée, puis mon voyage à l'étranger comme il se doit. Beaucoup de souvenirs dont aucun ne mérite d'être retenu. Et devant moi, une longue route sans but. Vous comprenez que je n'ai pas envie de marcher. Vous êtes à ce point désenchantée, demanda Bazarov. Non, mais je ne suis pas satisfaite, dit Madame Odintsov en pesant ses mots. Il me semble que si je pouvais m'attacher fortement à quelque chose, vous avez envie d'aimer, l'interrompit Bazarov, et vous ne pouvez pas aimer. Voilà tout votre malheur et votre mal-être. Madame Odintsov se perdit dans la contemplation de la mantille qui couvrait ses bras. Je ne peux donc pas aimer, dit-elle. C'est fort probable, mais j'ai eu tort de qualifier cela de malheur. Au contraire, le plus à plaindre est celui qui arrive à ce machin-là. Arrive à quoi? Qui arrive à aimer. Mais comment le savez-vous? Par oui dire, répondit Bazarov d'un ton revêche. Tu fais la coquette, pensa-t-il. Tu t'ennuies et tu me harcèles pour te distraire, tandis que moi, Et en effet, son cœur se brisait dans sa poitrine. Et puis, vous êtes peut-être trop exigeante, dit-il, en se penchant complètement en avant et en jouant avec la frange du fauteuil. Peut-être. Selon moi, c'est tout ou rien. Vie contre vie, si tu prends la mienne, donne-moi la tienne, et que ce soit alors sans repentir et sans retour, sinon, mieux vaut en rester là. C'est la fin pour cet épisode. Alors, est-ce que le bel Arcade va-t-il réussir à demander la main de Madame Odintsov, dite Anna Sergeevna? Je vous propose tout de suite de découvrir la suite avec d'autres lectrices. En attendant, je vous retrouve bientôt sur C8 et je vous propose également de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche juste là, en bas de votre écran. Il vous suffit de taper #VPN. Pour l'heure, très très belle nuit, très belle soirée.
soirée sur C8. À très bientôt.